Bonjour Bruno Don. Bonjour. Donc, ça fait un an que Donald Trump a pris sa fonction de président des États-Unis. Il n'a pas arrêté ses bourses diplomatiques et il a bien affiché son mépris envers les femmes et les minorités et tout ce qui est différent dans ce pays et dans le monde. Et un journaliste a publié un livre, Fire and Fury, Le feu et la fureur, Oui. qui montre une situation chaotique à la Maison-Blanche. Oui. Ce bilan d'un an, qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que Donald Trump est sur un siège éjectable? Oui, alors, non, je ne pense pas qu'il soit sur un siège électable. Parce que vous avez raison, à chaque petite phrase, chaque tweet de Donald Trump est sujet à une matière à indignation. Et souvent, à juste titre, il y a une réaction médiatique très forte, une indignation très très forte. Bon, le dernier épisode, si j'ose dire, en date de ça, ce sont les déclarations de Donald Trump sur les pays d'où viennent les migrants, c'est-à-dire les pays d'Afrique pour l'essentiel, des pays peuplés par des populations noires. Et là, il dit, ce sont des pays, il le dit dans une réunion consacrée à l'immigration, ce sont des pays de merde. Donc, pour un président des États-Unis qui parle de cette manière-là, c'est absolument insupportable. Il y a eu des réactions des ambassadeurs des pays concernés, des réactions à juste titre, outrées, etc. Donc voilà, on a une effervescence, mais on a une effervescence à chaque fois autour de ces petites phrases, autour de... Voilà. Et encore une fois, c'est ce procédé, ce procédé du président des États-Unis est dangereux. Hein, on peut imaginer des zones de tension comme la Corée du Nord ou l'Iran, avec lequel il cultive des tensions, le président des États-Unis. Un tweet malencontreux peut déclencher un conflit, enfin un tweet ou une escalade malencontreuse peut déclencher un conflit terrible. Donc ça, c'est vrai. Mais cette effervescence-là, cette indignation, ces cris d'indignation justifiés ne doivent pas cacher l'essentiel, parce que l'essentiel est beaucoup plus grave. Pendant ce temps-là, et en même temps, Donald Trump avance, et ses hommes, enfin son équipe, avance sur un projet très précis, sur un projet qui vise à réhabiliter ou à perfectionner la domination des États-Unis, enfin, en tout cas des grands groupes des États-Unis sur le monde. Et là, il avance en ce moment très très fort. Moi, je veux vous dire, il y a le journaliste en question, Michael Wolff, accuse Trump d'être totalement fou et justement d'instaurer une ambiance chaotique à la Maison-Blanche. Et là, il invoque évidemment le paragraphe, l'amendement 25 de la Constitution des États-Unis qui conduirait à engager un processus de destitution du président. Mais cette effervescence-là n'est pas au même moment où il y a cette effervescence médiatique-là, Trump avance, marque des points. Je me rappelle une citation de Shakespeare qui dit il délire, mais il y a de la méthode dans cette folie. C'est dans Hamlet, je crois. Et effectivement, Donald Trump, dans la stratégie de Donald Trump, ces petites phrases, ça joue un rôle aussi de diversion pendant que l'essentiel avance, pendant qu'il arrive à faire, lui avec son équipe, avancer l'essentiel. Étonnant, c'est pour satisfaire sa base électorale. Est-ce que vous pourriez préciser votre analyse en donnant 2-3 points qui exemple comment il a conforté sa position voilà. en faisant tous ces si on veut
si on veut faire, et encore une fois, on est loin des cloneries. Quand on arrive, le principal dans ce que Trump est arrivé, son équipe sont arrivés à achever l'an dernier, en un an en tout cas, c'est cette réforme fiscale qu'il est arrivé il y a quelques semaines. Il est arrivé à faire adopter par le Congrès une réforme fiscale qui a des implications aux États-Unis parce c'est une réforme au service de Wall Street qui doit permettre de relancer Wall Street et la finance américaine au détriment des petits gens, ceux qui ont élu Trump par contradiction. Et donc une réforme fiscale au service des plus riches, avec des réductions d'impôts pour les détenteurs d'actions, d'obligations, etc. Et aussi une réduction de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur la société, qui passerait de 35 à 21%. Donc une réduction considérable de cet impôt. Et il y a cette implication pour les États-Unis de cette réforme, mais aussi c'est une déclaration de guerre économique. Parce que la réduction contre les grands groupes allemands, les grands groupes les français qui exportent, les grands groupes d'Asie du Sud-Est qui exportent, ça doit permettre de donner un avantage de compétitivité aux grands groupes américains. Déjà, beaucoup d'entre eux étaient déjà... dumping. Voilà, c'est un dumping. C'est pas une sorte, c'est un dumping fiscal qui permettrait à ces groupes de recouvrer la flexibilité et pour ceux qui avaient perdu les positions, de recouvrer ces positions grâce à un regain de compétitivité. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et pour les États-Unis, parce que les États-Unis étaient une société déjà très inégalitaire, ils vont l'être encore davantage, et puis très dangereux aussi pour les équilibres mondiaux, parce qu'on se lance dans une course effrénée, au dumping fiscal et une guerre économique. Donc voilà. Au plan, après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles il est avancé. Il a avancé malheureusement dans cette année. Il a nommé à la Cour suprême un juge qui lui est un juge ultra conservateur, qui lui ont fait basculer la majorité de la Cour suprême dans son sens. Donc non seulement il possède la majorité au Congrès, dans les instances du Congrès, que ce soit au Sénat et à la Chambre des représentants, mais dans le pouvoir judiciaire aussi, il a consolidé sa position avec ce juge suprême. Il a nommé une 60aine de juges fédéraux qui vont aussi, très conservateurs, qui vont aussi lui permettre de consolider son pouvoir. Donc un petit peu ces juges fédéraux qui contrariaient Trump dans certaines applications de tout à fait. Et après, donc, je vous dis en quelques points, il s'est livré avec son équipe à un torpillage organisé du multilatéralisme de l'ONU en particulier, mais sur des sujets cruciaux pour l'humanité, comme l'UNESCO. Non, pas seulement l'UNESCO, vous avez raison, mais moi ce qui me vient en tête surtout, c'est le climat. Hein, et les États-Unis sont sortis de l'accord sur le climat. Alors après, Palestine, Jérusalem. Voilà. Et après, ils sont aussi coupés les vivres à l'UNESCO, ils ont coupé les vivres à l'UNHCR, c'est-à-dire l'organisme de l'ONU qui s'occupe des réfugiés. Donc voilà, donc c'est un choix de privilégier l'unilatéralisme sur le multilatéralisme, mais l'unilatéralisme comme moyen de dominer les différentes parties du monde. C'est particulièrement vrai avec l'Europe. Ils préfèrent une Europe désunie, une Europe où ses amis nationalistes
sont au pouvoir, notamment en Pologne, en Hongrie, etc. Ils préfèrent cette Europe-là à une Europe qui pourrait faire front, qui pourrait être solidaire et qui pourrait faire preuve de coopération. Voilà, et puis le plus grave, peut-être que j'allais oublier, mais il est arrivé à imposer une hausse de 10% des dépenses militaires. C'est-à-dire que ça en dit très long aussi sur... il n'est pas question, dans le nationalisme de Trump, ce n'est pas un repli sur soi, comme c'est parfois dit. Ce n'est pas un repli sur les États-Unis. Au contraire, 10% d'augmentation des dépenses militaires, quand on voit les menaces, je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, sur la Corée du Nord ou sur l'Iran, sur des régions comme ça, c'est extrêmement préoccupant. Et cette stratégie-là vise à réinstaller ou à conforter la position d'hyperpuissance des États-Unis. C'est une stratégie nationaliste et libérale en même temps. Hein, quand on pense à la réforme fiscale, c'est la réforme fiscale, elle est faite pour, sur un marché libéralisé, donner des avantages aux entreprises américaines, états-uniennes. Merci beaucoup Bruno Dan. Donc je précise que ce vendredi, l'Humanité consacre son ouverture avec plusieurs articles sur bilan d'un an de Trump. Merci à vous.